C'est comme apporter un marteau pilon pour tuer une mouche. Mais les frappes de B2 de l'an dernier contre les cibles Houthis visaient à envoyer un message aux Houthis et au monde entier. C'est la vérité sur comment les bombardiers B2 Spirit ont dévasté les pirates Houthis. Le 17 octobre 2024, deux bombardiers furtifs B2 Spirit atteignent la côte du Yémen. On ne sait pas si les bombardiers ont été déployés depuis leur base d'origine au Missouri, ou s'ils ont été lancés depuis l'aérodrome beaucoup plus proche de Diego Garcia dans l'océan Indien. En un seul vol, un B2 peut décoller de sa base d'origine dans le sud des États-Unis et se rendre jusqu'en Asie, ou traverser l'Atlantique et entrer dans l'espace aérien européen. Mais pour vraiment lui donner des jambes, les États-Unis exploitent la plus grande flotte de ravitailleurs aériens au monde. Ces gros avions sont déployés à travers le monde, et bien que le B2 reste le bombardier opérationnel le plus furtif au monde, ces escortes de ravitailleurs aériens ne le sont certainement pas. Et c'est pourquoi la planification des missions prend toujours en compte le ravitaillement. Il ne sert à rien d'envoyer l'avion le plus furtif du monde en territoire ennemi, si l'ennemi peut suivre les ravitailleurs le long de la route, et ensuite déterminer exactement d'où vient le bombardier. C'est pourquoi il est possible que les B2 ce jour-là ayant été lancés depuis Diego Garcia, où avec un seul plein d'essence, ils auraient pu atteindre le Yémen, livrer leur chargement et rentrer chez eux. D'un autre côté, vu la faible menace du Yémen contrôlée par les Houthis, les B2 n'étaient peut-être pas inquiets de révéler leur approche. Ni les Houthis, ni leurs maîtres en Iran, n'ont les capacités de surveillance globale pour suivre une série de ravitailleurs aériens, laissant présager l'approche de bombardiers furtifs. Mais les Chinois le peuvent, et ils ont toutes les raisons de s'en préoccuper. Après tout, quoi de plus satisfaisant que de voir un bombardier furtif américain, le symbole même de la puissance américaine, abattu en flammes par un groupe terroriste régional. Mais quand les B2 entrent dans l'espace aérien yéménite, que peuvent réellement faire les Houthis pour y remédier? Sur le papier, les rebelles Houthis opèrent un système de défense aérienne couvrant tout leur territoire contrôlé. En vérité, le système est en grande partie ancien, irrégulier, et subit depuis longtemps l'attrition des frappes aériennes saoudiennes. Mais ce n'est pas une raison de se relâcher, comme le monde l'a appris en 1999 lors du bombardement de la Yougoslavie par l'OTAN. Une unité de défense aérienne yougoslave a réussi à tendre une embuscade et à abattre un avion furtif F-117 Nighthawk. Et pour rendre l'incident encore plus embarrassant, ils l'ont fait avec un système de missiles vieux de 30 ans. L'abattage du F-117 a été le premier abattage d'un avion furtif, rendu possible par une simple complaisance. Les soldats de l'armée yougoslave avaient appris que l'infâme avion furtif utilisait toujours les mêmes trajectoires de vol, leur permettant de tendre une embuscade à l'avion furtif. Cependant, un fait souvent passé sous silence à propos de cet incident est que l'armée yougoslave a astucieusement utilisé des radars à basse fréquence pour suivre le F-117, montrant à l'United States Air Force de ne jamais sous-estimer un adversaire, même surpassé. Mais les Houthis n'auront pas la même opportunité que les soldats yougoslaves. Pour commencer, le B2 est un avion beaucoup plus furtif avec un design moderne et sans queue verticale. De plus, le F-117 n'utilisait pas de contre-mesures électroniques et avait juste augmenté de manière spectaculaire sa section transversale radar avec des picots de route ouverts. Les B2 volent de manière lisse et propre. Les chances de détection par les Houthis sont abominables. Les deux avions ont des cibles différentes mais le même profil. Les deux ensembles de cibles sont des sites de stockage souterrains profonds, abritant des moteurs de fusée, des missiles anti-navires et des missiles de défense aérienne fonctionnels. L'Iran fournit silencieusement aux Houthis une technologie avancée depuis des années. Malgré aucune reconnaissance publique, il est bien connu que la campagne des Houthis contre le trafic en mer Rouge a été officiellement sanctionnée et financée par l'Iran. La frappe est un avertissement aux maîtres des Houthis. Comme l'ancien secrétaire à la défense Andrew Lloyd Austin le dira plus tard, les B2 envoient un message clair que les États-Unis ont des capacités de frappe globale pour agir contre ces cibles lorsque nécessaire, à tout moment, n'importe où. Mais l'Iran parie que cette menace est plus un aboiement qu'une morsure, car les cibles que les B2 recherchent sont extrêmement difficiles à tuer. Les Houthis et les Iraniens utilisent des installations souterraines profondes. L'Iran est tristement célèbre pour son utilisation de bases militaires souterraines. Ils abritent tout. Des missiles entièrement fonctionnels aux avions prêts à rouler sur les pistes en surface tout en restant en sécurité hors de portée des armes ennemies. Les plus grandes de ces installations sont connues sous le nom de villes de missiles et sont si grandes que le personnel doit utiliser des véhicules pour se déplacer à l'intérieur. Dans une série de vidéos clairement destinées au secteur aux États-Unis, l'Iran a révélé plusieurs de ces installations, regorgeant de milliers de différents systèmes d'armes tels que des missiles balistiques à longue, moyenne et courte portée, dont beaucoup sont capables d'être équipés de têtes chimiques, biologiques ou même nucléaires.
Certaines de ces installations seraient capables de lancer des frappes et de se réarmer depuis des silos souterrains, ne laissant aucun site de lancement exposé aux attaques ennemies. Israël et d'autres puissances régionales comme l'Arabie Saoudite et la Jordanie ont tous souligné la menace que représente l'arsenal de missiles en expansion de l'Iran. Et les choses atteignent un point de non-retour, alors que la nouvelle administration de la Maison-Blanche fixe un délai de 2 mois à l'Iran pour démanteler complètement ses programmes nucléaires et de missiles. En montrant plus de vidéos de ces villes de missiles souterraines, l'Iran a affiché une attitude de défi. Cela signifie que la frappe sur les cibles Houthis n'est qu'un aperçu de ce qui va se produire à une échelle beaucoup plus grande. Cependant, les vidéos de propagande diffusées par l'Iran révèlent des vulnérabilités de sécurité critiques dans ces villes de missiles souterraines. Et alors que les bombardiers B-2 se rapprochent de leur cible Houthi, ils s'apprêtent à révéler le résultat de ces défauts. On ne sait pas exactement quelle arme était portée par les B-2, mais cela ne peut être que l'une des deux offres. La première est la GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, une arme qui fait exactement ce que son nom suggère. Elle est stealth et massive, et elle pénètre jusqu'à 200 pieds de béton. Mesurant 20 pieds de long et pesant 14 tonnes, seul le bombardier furtif B-2 est classé pour transporter l'arme, bien que les tests initiaux aient inclus l'avion B-52. Aujourd'hui, seul le Spirit peut livrer ses monstres destructeurs de bunkers à des cibles hostiles. Le Guided Bomb Unit 57 a été développé à la fin des années 2000 et une fois livré, a reçu un financement supplémentaire de 82 millions pour augmenter considérablement sa puissance de pénétration pour des cibles profondément enfouies. Le GBU-57, officiellement destiné à détruire les bunkers de commandement et infrastructures profondément enfouies, n'a en réalité visé que les installations nucléaires iraniennes et nord-coréennes. Enfouies sous des tonnes de roches, le Guided Bomb Unit 57 est le seul moyen, à part une attaque nucléaire, de détruire définitivement ces installations. Les États-Unis ont été lents à adopter des armes de type Bunker Buster, les premières ayant été créées en réponse à des cibles allemandes durcies pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce sont les Britanniques qui ont découvert comment créer des bombes qui pénètrent profondément dans le sol avant d'exploser, les utilisant contre des abris pour sous-marins que l'United States Air Force avait bombardés sans relâche pendant des semaines avec peu d'effet. En seulement quelques raids, les nouvelles bombes britanniques ont réussi là où des milliers de tonnes de bombes américaines avaient échoué. Malgré une adoption lente, les États-Unis sont rapidement devenus leaders dans la technologie de destruction de bunkers. En 1991, pendant la guerre du Golfe, les États-Unis ont identifié le besoin de frapper les bunkers irakiens profondément enterrés. Ils ont donc développé le Guided Bomb Unit 28, pesant plus de 4000 livres, avec une ogive qui ne pesait que 675 livres. La majeure partie du poids de la bombe résidait dans son corps, utilisant un stratagème physique pour s'assurer qu'elle puisse pénétrer profondément dans le sol et tuer tout ce qui s'y trouvait enterré. Les brise bunkers modernes comptent plus sur l'énergie cinétique que sur la force explosive. Pour y parvenir, ils augmenteront soit le poids de la bombe, augmentant ainsi la quantité d'énergie qu'elle accumulera en tombant, soit en augmentant sa vitesse. Parfois, les deux sont utilisés en combinaison. Des bombes très lourdes sont larguées d'une altitude extrême et sont équipées d'un moteur de fusée qui se déclenche juste avant l'impact pour ajouter une énorme accélération. Ces bombes peuvent frapper le sol à des vitesses bien supérieures à la vitesse du son, au grand détriment de la santé auditive de quiconque à proximité. Les premières bombes utilisaient de l'acier à la pointe et avaient un corps très étroit. Cela concentrait l'énergie de la bombe tombante en un point plus petit, lui donnant une puissance de pénétration beaucoup plus grande. Les bombes modernes utilisent de l'uranium appauvri en raison de sa densité et de sa dureté incroyable, puis augmentent cette robustesse en l'alliant avec du titane ou du tungstène. Le résultat final est une bombe capable de survivre en perçant des dizaines de mètres de terre, de granit ou même de béton. En bonus, l'uranium s'enflammera lorsqu'il atteindra plus de 1100 degrés Fahrenheit, lorsque les explosifs seront déclenchés, augmentant ainsi les effets destructeurs de la bombe. Les alliages ont tendance à être plus légers, ce qui fonctionne à la fois pour et contre une bombe de destruction de bunker. Cela permet de mettre plus d'explosifs dans la bombe, mais les explosifs ne sont pas aussi lourds que le matériau réel dont les bombes sont construites. Étonnamment, lors de la destruction de bunkers, la charge explosive totale nécessaire est bien moins importante qu'imaginé. C'est parce qu'il est plus important de pénétrer profondément dans la terre que de fournir une grande explosion. En réalité, il est crucial de creuser profondément au bon endroit. Vous en comprendrez bientôt la raison. L'utilisation d'alliages légers permet de réduire le poids des bombes, augmentant ainsi le nombre de bombes qu'un avion peut transporter. Pour le GBU-57 cependant, ce n'est pas un grand problème.
La bombe est déjà si grande que le B2 ne peut en transporter que 2 au total, une dans chacune de ses soutes à bombe. Le GBU-57 n'est pas conçu pour détruire un bunker. Il est destiné à anéantir complètement de vastes étendues d'infrastructures souterraines. La plus grande révolution dans la destruction de bunkers est survenue avec le développement de fusibles informatisés high-tech. Ces fusibles peuvent être programmés pour détonner la charge explosive de la bombe exactement au bon moment. Par exemple, une bombe pourrait être réglée pour mesurer à quelle profondeur elle pénètre dans la terre avant d'exploser. Ou, comme nous l'avons vu avec les forces de défense israéliennes lors de la guerre à Gaza, certaines bombes peuvent en fait compter le nombre d'étages d'un bâtiment qu'elles pénètrent et exploser à un étage choisi. Des bunker busters particulièrement sophistiqués comme ceux déchaînés par les forces de défense israéliennes sur des cibles du Hezbollah peuvent n'importe même frapper des bunkers enterrés en plein milieu d'une ville avec une forte présence civile. Dans une attaque, la force de défense israélienne a lancé 2 bunker busters en succession rapide. La première s'est enfouie dans le sol sous une rue animée puis a explosé, créant un petit cratère à la surface. La seconde bombe a ensuite percé le sol maintenant desserré pour creuser encore plus profondément et détruire le bunker de commandement du Hezbollah enterré en dessous. Choisir le moment de la détonation peut grandement augmenter la puissance d'une munition de bunker buster. Bien que cela puisse sembler contre-intuitif, il est préférable que le bunker buster explose près d'une cible mais pas directement dessus. Une bombe moderne sera programmée pour exploser juste au-dessus d'une structure profondément enterrée, entraînant d'énormes ondes de choc sismique qui font s'effondrer la structure de l'intérieur. Plutôt que d'essayer de vaincre le renforcement en béton lourd utilisé comme armure, cette stratégie transforme cette armure en béton, en une vulnérabilité. Car des centaines de tonnes de béton pressent soudainement sur une structure de soutien affaiblie, secouée par une explosion à proximité. C'est ainsi que les B2, larguant leur chargement sur les cibles Houthi, ont obtenu une destruction maximale. Les frappes ont réussi à fermer un nombre classifié de sites d'armes, tous profondément souterrains. Mais la mission de Sir Kill a envoyé un message important aux partisans des Houthis. Iran, vos installations militaires profondément enterrées ne sont pas un refuge sûr contre les attaques. Nous pouvons, et nous atteindrons aussi cela. Comment l'armée américaine peut-elle localiser une installation enterrée et déterminer sa profondeur ? Pour répondre à cette question urgente, les États-Unis utilisent diverses techniques de collecte de renseignements. Le premier et le plus évident est l'utilisation du radar à pénétration de sol, soit volé sur un avion au-dessus, soit stationné sur le satellite en orbite. Avec le radar à pénétration de sol, plus vous êtes proche du sol, meilleurs sont les résultats. Cependant, les scientifiques ont utilisé des radars à pénétration de sol aéroportés pour cartographier avec succès de grandes formations naturelles souterraines, et même découvrir des villes anciennes perdues dans la jungle, ou les sables du désert. Le problème avec la mise en orbite du radar à pénétration de sol est que la distance signifie qu'un balayage radar aurait une résolution beaucoup plus faible, ce qui pourrait ne pas être un problème si vous essayez de détecter de très grandes structures, telles que des bases militaires. L'atténuation du signal due à l'interaction atmosphérique est aussi un défi technique à surmonter. Mais avec le plus grand budget de défense du monde, il y a toutes les raisons de penser que l'appareil de renseignement américain a probablement fait des progrès dans ce domaine problématique. Cependant, des avions furtifs ont peut-être été utilisés pour repérer des sites iraniens suspects. Les États-Unis ont été surpris en train de voler des drones furtifs dans l'espace aérien iranien pour collecter des données sur de grandes installations souterraines. On sait également que les États-Unis travaillent sur la gravimétrie et la gradiométrie électromagnétique pour détecter les installations souterraines. Le premier mesure de minuscules changements dans le champ de gravité de la Terre qui peuvent révéler l'emplacement de structures souterraines, et le second mesure les changements dans le champ magnétique de la Terre causés par des structures métalliques ou un changement de conductivité du sol. Une base suffisamment grande donnerait beaucoup d'indications à ces deux types de capteurs. La question est, à quelle proximité un atout de renseignement doit-il être pour effectuer un scan ? Le radar à synthèse d'ouverture est aussi utile pour détecter les structures souterraines. L'armée américaine travaille sur des moyens de produire des détails précis, sur des objets profondément immergés, avec seulement quelques passages d'un atout équipé de synthèse d'ouverture de radar. Le fonctionnement est le suivant. Un ordinateur mesure les échos radars produits pour générer des images extrêmement détaillées d'une étendue de terrain. Les constructeurs doivent être très prudents. Même les structures souterraines profondément enfouies peuvent avoir de petits effets sur la surface, y compris en modifiant la croissance de la végétation et en causant un rétrécissement du sol. Même la plus infime subsidence peut être mesurée avec une précision suffisante pour indiquer la présence d'une structure souterraine, permettant d'autres techniques pour en estimer la profondeur. Et puis il y a la bonne vieille intelligence humaine. Les gens adorent y se vanter de leur travail, et tout au long de l'histoire, un joli visage ou une bouteille d'alcool a fait des merveilles pour dévoiler même les secrets les mieux gardés.
Dans un pays aussi mécontent de son gouvernement que l'Iran, et aussi économiquement appauvri, il y a de nombreuses opportunités pour les services de l'ATS de renseignement de pénétrer profondément dans les secteurs militaires et gouvernementaux, ainsi que dans les entrepreneurs civils utilisés pour construire ces installations. Pas besoin de technologie sophistiquée, juste 1 ou 2 pots de vin, et tous les détails que vous pourriez vouloir pour mener à bien une mission de frappe pourraient être à vous. Les frappes Houthi ont été un énorme succès. Bien que cela ne dise pas grand-chose, leur cible était légèrement défendue, et probablement totalement incapable de se défendre contre les menaces de haute technologie posées par les bombardiers B-2, même dans leurs meilleurs jours. La destruction de ces installations souterraines a envoyé un avertissement fort à l'Iran. Bien qu'il semble que Téhéran soit stupidement confiant dans ses propres capacités, soit c'est quelque chose que les États-Unis ignorent. Un ultimatum a été donné à l'Iran pour qu'il renonce à ses programmes nucléaires et de missiles, ou qu'il fasse face à une force militaire. Le but est de conclure un nouvel accord nucléaire avec l'Iran, bien que le président américain ait annulé le précédent accord. Cependant, en diffusant des vidéos de ces vastes stocks d'armes souterraines, l'Iran semble croire pouvoir résister à une tempête d'actions militaires américano-israéliennes. Cependant, certains indices provenant des vidéos des installations iraniennes révèlent une faiblesse évidente. Dans de nombreuses vidéos maintenant, apparemment diffusées en réponse aux menaces du président, l'Iran a montré plusieurs de ses installations souterraines. Ils sont impressionnants, couvrant chacun une estimation de dizaines d'hectares, avec des responsables iraniens se vantant de leur capacité à mener une guerre entière en toute sécurité à l'intérieur. Et pourtant, des analystes aux yeux vifs ont remarqué une faille critique dans toutes les vidéos diffusées à ce jour. Maintenant, l'Iran n'a pas été assez utile pour diffuser une vidéo complète de ses installations dans leur intégralité, mais il a joyeusement montré de longs tronçons de couloirs et de corridors tous profondément enfouis sous terre. Dans ces longs clips, on remarque immédiatement l'absence de portes anti-explosion et d'autres dispositifs de sécurité destinés à limiter les dégâts d'une installation causée par des armes de destruction de bunkers. Généralement, une installation souterraine est compartimentée comme un sous-marin ou un navire. Cela permet aux navires ou aux sous-marins de prendre de l'eau dans une zone et de simplement sceller cette zone, protégeant ainsi le reste du navire. Avec les structures souterraines, le concept est le même. Des portes blindées, espacées à intervalles réguliers, isolent les parties de l'installation les unes des autres et limitent ainsi les dégâts causés par les attaques d'armes de destruction de bunkers. Les portes blindées agissent ainsi comme une barrière physique à la propagation de l'onde causée par les explosifs détonants, réduisant son impact après chaque barrière successive. Pourtant, dans toutes les vidéos de l'Iran à ce jour, pas une seule porte blindée n'est visible dans les longs couloirs et halls montrés. Cela signifie que soit l'Iran a commis une erreur critique, soit il croit que ces installations sont simplement hors de portée de tout sauf d'une arme nucléaire, qu'ils savent que les États-Unis n'utiliseraient jamais pour attaquer. Et il pourrait y avoir une raison à la confiance iranienne. Selon Téhéran, certaines de ces installations sont construites jusqu'à 1300 à 1600 pieds sous terre, près d'un tiers de mile de pierre solide entre la surface et la structure. L'Amérique a été extrêmement discrète sur les véritables capacités de ses meilleurs bunker busters, le Guided Bomb Unit 57 et le Guided Bomb Unit 72. Selon des sources publiques, les deux armes ne peuvent pas pénétrer qu'une fraction de cette profondeur, mais comptent bien sur des explosions pour causer des dommages à des structures beaucoup plus profondes que leur capacité totale de pénétration. Alors que les hostilités semblent plus probables que jamais, grâce à l'afflux massif d'armes, de navires, d'avions et de personnel américain au Moyen-Orient, qui va gagner, l'armée de l'air ou les installations souterraines de l'Iran? Une seule chose est sûre, historiquement, l'armée américaine a tendance à tenir ses promesses. Alors que des armées comme celle de la Russie sont bien connues pour inventer carrément des capacités, les États-Unis ont tendance à garder ces capacités très près de leur poitrine. Mais quand il affirme ses capacités, ses ennemis découvrent souvent qu'il disait la vérité. Avec 30% de la flotte de bombardiers furtifs des États-Unis actuellement au Moyen-Orient, il est clair que très bientôt, le monde entier va découvrir qui avait raison et qui avait tort. Que pensez-vous de l'utilisation de bombardiers B-2 Spirit pour des frappes de précision comme celle-ci ? Le voyez-vous comme une démonstration de force nécessaire, ou une escalade trop loin? Donnez votre avis en commentaire. Découvrez le plan de l'Iran pour la 3e guerre mondiale, ou regardez plutôt cette autre vidéo.